Alors bonjour à ceux qui se connectent. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde soit présent. Vos micros et vos caméras sont coupés. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous par le biais du chat. J'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer les présentations et le webinaire. Alors, donc on va lancer donc ce premier webinaire
destiné donc à l'appel à projet mode d'emploi. Hop. Le programme de la matinée, de l'heure, donc c'est l'accueil règle un peu des participants. Donc comme je le disais, vous n'avez pas accès donc caméra et micro pour que ce soit un peu plus fluide de notre côté. Et vous avez bien sûr possibilité de poser toutes les questions au niveau du chat. Au cours des interventions, on y répondra juste après. Donc, on va démarrer par une présentation de notre pôle de compétitivité e-trans. Quel rôle nous on joue au niveau de l'accompagnement et de la labellisation des projets pour prétendre ensuite aux appels à projets. Vous aurez un zoom sur France 2030 avec Olivier Mesureur et un focus sur les appels à projets, le numéro 14, concours innovation innove et idémo générique par Mégane Gomalinguissi et Corentin Girard. On finira également par les questions-réponses, mais vous pourrez interagir aussi sur la session. Donc, e-trans, on est le pôle de compétitivité des mobilités décarbonées et connectées. C'est vraiment notre rôle au sein des pôles de compétitivité. Donc, les missions d'e-trans. E-trans, c'est développer la compétitivité des entreprises grâce à l'innovation collaborative, tant au niveau régional, national et européen. On est basé au niveau de Valenciennes, Famars plus précisément, mais on interagit avec nos adhérents, notre écosystème au niveau régional, national, également européen, par le biais de notre service Europe. e-trans accompagne dans l'écosystème les industriels, ça va de la start-up au grand groupe, les acteurs de la recherche et de la formation, et aussi tout ce qui est institutionnel et les territoires. Donc on est là dans toutes les étapes de développement d'un projet. Donc de l'innovation, la conception, l'industrialisation et la mise sur le marché. Dès que vous avez une idée, dès qu'un adhérent a une idée, dès qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un pôle pour voir ce projet grandir et émerger. On intervient sur les différentes filières qui sont citées ci-dessous. Donc, on a la filière ferroviaire, aussi donc matériel roulant, infrastructure, système de transport guidé, automobile, donc tout ce qui est équipement du véhicule automobile au niveau région de France, et plus précisément aussi l'électromobilité, l'aéronautique et l'industrie du futur qui, elle, interagit et en plutôt en transversal sur toutes les autres filières. Donc sur chaque filière, on a un coordinateur de projet qui est présent et qui peut être le référent pour porter à bien vos différents idées et projets que vous avez en tête. Alors, focus sur les projets. Quel est le rôle d'un pôle de compétitivité au niveau des projets? Quel est le rôle? Comment on peut vous accompagner? Donc, bénéficier, c'est d'un accompagnement complet et sur mesure pour l'ensemble des domaines d'application relatifs, nous, au transport terrestre. Donc, on va être sur la détection et l'émergence. Donc la création d'opportunités, ça passe comme aujourd'hui par l'animation un peu du réseau, le webinaire, ça va être des rencontres B2B, ça va être aussi des clubs d'intérêt que l'on fait régulièrement. Donc on a maintenance prédictive, on a l'électromobilité et on a tout ce qui est nouveaux matériaux. Donc voilà sur quoi on interagit et ce qui fait aussi parfois venir des idées à travers des échanges qu'on peut avoir au niveau des acteurs de l'écosystème. On a également un service de veille qui est très présent par le biais d'une plateforme et qui répertorie un peu tout ce qui est tendance, les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt. Donc il faut vraiment avoir en tête que le pôle de compétitivité vous oriente vers les projets et vous facilite en quelque sorte ces démarches. On est là également pour le montage. Souvent, on a des structures qui veulent se positionner sur un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt, mais ils sont seuls. Donc nous, à travers tous les acteurs que l'on a au niveau de notre réseau, on peut faire des recherches de partenariat, des mises en relation et monter des consortiums, aider en tout cas à le faire. On l'a fait dernièrement pour un de nos adhérents et ils ont pu postuler à un appel à projet
et voir leur futur projet voir le jour. Ensuite, on a la labellisation. Donc ça, c'est un conseil d'experts scientifiques et techniques. Je reviendrai et je ferai un focus assez important sur la labellisation ensuite. L'aide au financement. Donc nous, on est en relation avec tous les guichets de financement et on vous aide à vous orienter vers le bon et également à appréhender tout ce qui est demandé au niveau de ces guichets de financement. Et c'est pas le tout d'avoir un financement, d'avoir une obtention de labellisation. Derrière, on vous abandonne pas comme ça. On a un suivi au niveau du projet, en cours de réalisation, et on vous valorise par la suite sur notre écosystème, sur nos réseaux, sur notre site internet, et vous restez vraiment en lien avec notre pôle de compétitivité. Donc la labellisation, c'est une sorte de gage de qualité, un gage de reconnaissance au niveau d'un comité d'experts. Le projet, c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'essayer de le monter, mais derrière, il faut avoir un regard extérieur. Et cette labellisation permet d'avoir ce regard extérieur sur vos différents projets. Donc nous, lorsqu'on reçoit quelqu'un qui veut prétendre à un appel à projet, qui a une idée, on va étudier son projet. On l'aide à le monter, on aide à rédiger le dossier et on va le faire expertiser par une personne qui ne connaît pas le porteur, qui va juste, en quelque sorte, regarder le projet et l'expertiser selon une grille avec des critères très précis et assez exigeants. Donc, de là, quand c'est validé du côté de l'expert, il y a un oral sur lequel le porteur doit se défendre auprès d'un comité d'experts qui va donner ou non cette labellisation. La labellisation, ça rassure en quelque sorte les guichets de financement et tous les autres interlocuteurs et ça permet d'avoir un effet levier sur le futur financement. Donc vraiment bénéficier d'un accompagnement par le biais des coordinateurs du pôle, définition, montage du projet, constituer un acte de tout ce qui est reconnaissance de l'intérêt du projet au niveau axe stratégique du pôle, des partenaires et des cibles marchés, confronter la pertinence et préparer aussi le grand oral. Donc voilà un peu le rôle d'Itrans au niveau des projets et dans le futur les appels à projets et on est vraiment présent et on essaye de faire évoluer aussi quand on est confronté à une non-labellisation. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Et quelques chiffres, donc Itrans, pour vous donner une idée, a labellisé 488 projets depuis 2005. On a permis d'avoir 2,88 milliards d'euros financés, dont 507 millions par le biais du pôle. Et quelques chiffres plus récents, donc 2023, 42 projets labellisés. On en a 7 déjà qui ont été financés et 33 en cours de financement. Donc, faut pas oublier que ces projets ne voient pas le jour comme ça rapidement. C'est des projets qui sont sur du long terme, souvent des années, et ce qui explique qu'il y a encore 33 en cours de financement. On a eu 2 qui ont souhaité abandonner. Voilà un petit peu le rôle d'Itrans au niveau des projets, au niveau de l'accompagnement et en vue de postuler à des appels à projets dans le futur. Alors, je laisse la main et la parole à Olivier pour la présentation de France 2030. Oui, merci Elodie. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, je suis donc Olivier Mesureur. Donc je travaille au sein du service de l'État à la DRETS Hauts-de-France à Lille, au sein du service économique de l'État en région. Le service économique de l'État, c'est l'antenne de la Direction générale des entreprises, de la DGE, au niveau régional, donc l'antenne du ministère de l'Industrie. Et j'ai en charge notamment tout ce qui est accompagnement, développement des industries régionales de l'automobile, des gigafactories et de l'aéronautique. Voilà, donc Elodie m'a demandé de faire une courte présentation sur le programme France 2030, qui est le principal programme de développement industriel de l'État, qui a été annoncé en 2021 par le président de la République
qui est doté d'une enveloppe très conséquente, de 54 milliards d'euros jusqu'à 2027, et qui a pour objectif d'accélérer les innovations et l'industrialisation des innovations sur un certain nombre de secteurs clés, avec 10 objectifs concrets à atteindre, liés à la production de réacteurs nucléaires, notamment des petits réacteurs nucléaires, d'hydrogène décarboné, la décarbonation de l'industrie, des gros émetteurs, la conception et la production du premier avion bas carbone, la production de 2 millions de véhicules électriques et hybrides à horizon 2030 en France. Il y a un objectif lié à l'alimentation saine, durable et traçable, à la santé, avec l'objectif de développer et de produire 20 biomédicaments et dispositifs médicaux innovants à horizon 2030, au contenu culturel et créatif, au spatial et enfin au grand fonds marin. Et pour atteindre ces objectifs, on s'appuie sur 5 leviers, liés notamment à l'approvisionnement en matières premières, le développement d'innovations en électronique, robotique et machines intelligentes, la formation, les stratégies numériques, et enfin du capital innovation de rupture pour les startups industrielles et pour accélérer la croissance notamment des PME et ETI. Alors depuis 2021, il y a eu 342 projets financés par le programme France 2030 en Hauts-de-France. Voilà, vous avez les différents chiffres par région au 31 janvier 2024. Donc voilà, France 2030, c'est quelque chose de concret. Donc n'hésitez pas à faire notamment appel au Polytrans pour voir si des guichets ou des appels à projets pourraient vous intéresser. Je vais en présenter un certain nombre de manière synthétique, liés donc au domaine de compétences d'ITRANS, donc notamment en matière de ferroviaire, aéronautique, automobile, et je présenterai quelques appels à projets dits génériques concernant toutes les filières assez rapidement, puisque Mégane notamment de BPI France entrera davantage en détail sur certains d'entre eux. Alors au niveau du ferroviaire, donc le principal appel à projet dédié à la filière, c'est l'appel à projet qu'on appelle Corifère, qui est dédié au projet de R&D d'industrialisation. Donc il y a eu des sessions en 2000, la dernière ouverture du Corifère date de 2023. Un certain nombre de projets sont encore en cours d'instruction et on attend la réouverture en 2025 de l'appel à projet. Voilà. Donc il faut rester en veille sur ce sujet. Concernant l'aéronautique, donc le principal appel à projet s'appelle Produire en France des aéronefs bas carbone. Le premier appel à projet de ce type a été ouvert en 2022. Et là, on attend et on espère qu'il soit rouvert très prochainement en 2024. Donc en fonction également des modifications d'orientation gouvernementale. Alors, ces appels à projets, vous pouvez déjà retrouver les anciennes versions sur Internet, sur les sites BPI notamment. Les contenus des appels à projets évoluent finalement assez peu d'un appel à projet à l'autre. Ça vous permet déjà d'anticiper le type de projet qui peut être financé. Au niveau automobile, on a un appel à projet dédié à la R&D qui est actuellement ouvert, qui est l'appel à projet Coran, dédié à tout ce qui est projet lié à l'électromobilité, qui est ouvert jusqu'au 17 septembre 2024, donc la fin est tout proche. Il a vocation à être ouvert également en 2025. On attend également la publication de cette année, on espère, d'un appel à projet qui s'appelle Produire en France les véhicules de demain, dédié vraiment à l'industrialisation des capacités industrielles pour produire des véhicules électriques ou hydrogène. Et enfin, il y a un dernier appel à projet qui est ouvert par l'ADEME qui s'appelle Industrie des véhicules intermédiaires, qui est destiné à l'industrialisation et la R&D de véhicules liés aux véhicules de plus petite taille, et qui est ouvert jusqu'à avril 2025. Donc dans le PowerPoint, vous retrouverez les liens vers les liens hypertextes vers ces différents appels à projets. Donc là, ce sont des appels à projets vraiment sectoriels,
Ensuite, il existe un certain nombre d'appels à projets, on va dire génériques, multifilières. Donc, je vais en citer les principaux. Donc, il y a l'appel à projet qu'on appelle IDEMO, lié notamment au projet de R&D. Donc, je sais que BPI a prévu d'entrer davantage dans le détail de cet appel à projet juste par la suite, qui est ouvert jusqu'en juillet 2025. Il y a l'appel à projet Première Usine, qui est dédié à l'industrialisation de projets très innovants, qui est ouvert jusqu'en décembre 2026. Et j'ai cité également l'appel à projet Innov, qui sera également présenté juste après par BPI, qui est destiné au projet de R&D des PME et qui est ouvert jusqu'en octobre 2024 pour cette vaccine. Donc ça, ce sont les appels à projets au niveau national. Ensuite, il existe également des appels à projets France 2030 qu'on dit régionalisés. En fait, avec une enveloppe vraiment consacrée à la région de France. Il existe le même type d'enveloppe dans chaque région. Ce sont des appels à projets en général pour des projets de plus petite taille et avec des taux de réussite meilleurs en général qu'au niveau national. Donc un peu plus facile d'accès. Donc en Hauts-de-France, il y en a 3 actuellement ouverts. Donc il y a un appel à projet pour les innovations individuelles qui est ouvert aux PME et ETI de moins de 500 salariés, avec une enveloppe minimale de dépenses éligibles de 150 000 euros et qui est ouvert jusqu'au décembre 2025. On a un appel à projet pour les projets d'innovation collective cette fois-ci. Donc on sort sur d'au moins 2 entreprises, dont au moins une PME ou une ETI, avec un budget minimal de 1 million d'euros, compris entre 1 million d'euros et 4 millions d'euros. Si ça dépasse 4 millions d'euros, en fait, on le bascule sur l'appel à projet national IDEMO, qui va également jusqu'au novembre 2025. Et enfin, on a un appel à projet qui s'appelle Amélioration et transformation des filières, qui est ouvert à toutes les entreprises et qui a pour but de financer des projets de mutualisation, notamment d'équipements industriels. Et qui est ouvert jusqu'à octobre 2025 avec un budget minimal de projet de 400 000 euros. Alors, je finis par nos contacts. Alors, ça peut être assez complexe d'identifier le bon appel à projet qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter e-trans pour vous orienter, ou directement mon collègue Jean-Paul Loquet qui s'occupe de la filière ferroviaire chez nous, ou moi-même pour tout ce qui est lié à l'automobile, l'aéronautique notamment. On passera le temps vraiment nécessaire pour décortiquer votre projet et voir comment l'orienter vers un appel à projet. Merci Olivier. Alors, on a une question dans le cadre de France 2030 sur les 54 milliards. Est-ce qu'on sait combien ont déjà été engagés ? Il doit rester une vingtaine de milliards d'euros à peu près engagés. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je vais, s'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, je vais laisser la main à Mégane et Corentin pour la présentation des 2 appels à projet. Alors très bien, merci Elodie. Donc on va passer à la présentation du concours Innov et IDEMO Générique 4. Donc pour commencer cette présentation, je vais quand même me représenter à nouveau. Donc je suis Goma Linguissi Mégane, chargée de développement chez BPI France et également référente sur le concours Innov. Donc mon collègue et moi allons vous présenter ces 2 appels à projets et je vais commencer avec le concours. Donc, ce qu'il faut retenir du concours, c'est que c'est une action du plan France 2030 qui est opérée par BPI France en collaboration avec l'ADEME. Donc, ce dispositif vise à soutenir des projets innovants monopartenaires qui sont portés par des startups ou des PME dont les coûts se situent entre 1 million et 5 millions d'euros et dont la durée est comprise entre 12 et 26 mois. Donc, vraiment, sur ce concours, on vise vraiment à accompagner, à soutenir, les projets de R&D qui favorisent l'émergence d'entreprises leaders dans leur domaine. Et on vise surtout à vraiment encourager toutes les retombées économiques et indirectes au bénéfice des filières.
Donc, ce concours couvre 4 thématiques. 2 thématiques sont sous l'expertise de BPI France, donc celle du numérique et de la santé. Et 2 thématiques sont sous l'expertise de l'ADEME. Donc, la première, c'est transport, mobilité, ville et bâtiments durables. La deuxième, c'est énergie et ressources et milieux naturels. Donc là, par exemple, sur cette slide, vous aurez un exemple de technologie ou d'applications qui sont priorisées dans le cadre du concours. Bien sûr, la liste, elle est non exhaustive, donc on vous invite fortement à consulter le cahier des charges pour avoir encore plus de détails sur la typologie de projets qui peuvent être soutenus dans le cadre du concours. De même sur la thématique santé, avec aussi là un exemple de sous-thématique dans lesquels pourraient s'inscrire les projets qui sont retenus dans le cadre d'Innov. Et également sur la thématique des transports, mobilité et villes et bâtiments durables, ou encore sur la thématique de l'énergie. Donc en ce qui concerne les critères de sélection, on va vraiment attendre des projets qu'ils soient innovants, qu'ils aient vraiment une valeur ajoutée. Donc ce qu'on va évaluer, c'est la pertinence du projet par rapport à l'objet du concours, la maturité du projet. On va aussi observer le degré de rupture de l'innovation et tous les verrous technologiques qui sont à lever. On va également se pencher sur la capacité du porteur à porter le projet, en évaluant à la fois sa capacité opérationnelle et financière, mais aussi les compétences de son équipe. On va également s'intéresser aux bénéfices environnementaux du projet et les impacts sociétaux, mais aussi les impacts économiques du projet, en se focalisant sur tout ce qui est retombées économiques et sociales du projet. On va voir s'il y a vraiment une valeur sur le territoire, si le projet a réussi à créer, par exemple, de l'emploi. On va voir si le projet il est réplicable et surtout si il est de qualité et si le modèle économique, en tout cas, est assez robuste. Et un point un peu optionnel, on va valoriser voilà, les projets qui seront labellisés par un pôle de compétitivité. Donc, en ce qui concerne le processus de sélection, dans le cadre du concours Innov, on va vraiment être sur un processus qui diffère des autres appels à projets qui sont opérés par BPI France, c'est-à-dire que là, on va être sur un monodépôt, donc un dépôt unique, avec un dossier complet à déposer par le porteur dès le début de la phase de sélection. Donc là, pour vous faire un petit topo par rapport au contexte actuel, on est toujours dans cette phase d'échange avec les porteurs qui nous posent les dernières questions afin de finaliser leur dossier, qui seront à déposer sur la plateforme Pixel au plus tard le 1er octobre 2024 à midi. Ensuite, une fois qu'on aura reçu l'ensemble des dossiers, il y aura une période de présélection qui va s'étendre sur toute la partie de novembre de cette année. Et à l'issue de cette phase de présélection, il y aura 2 alternatives. La première, c'est que les projets ne sont pas éligibles, enfin ne peuvent pas en tout cas passer à la phase suivante. Et dans ce cas, on aura à la demande du porteur, bien sûr, un temps d'échange pour lui expliquer les motifs de refus. Et dans le cas où les projets seraient sélectionnés, à ce moment-là, ils pourront passer à la prochaine phase, qui est la phase d'audition. Alors cette fois-ci, cette phase d'audition, elle se fera devant un jury qui est composé d'experts sectoriels BPI France et d'experts indépendants qui sont, eux, issus de la société civile, qui sont sélectionnés en amont des auditions et qui sont affectés sur les projets après avoir fait une série de vérifications qui permet en tout cas de vérifier qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qui permettent en tout cas correctement. Ensuite, une fois que les auditions sont terminées, il y a le même cheminement que pour la phase de présélection, c'est-à-dire qu'on aura à la fois les porteurs qui ne seront pas retenus et à ce moment-là, on pourra aussi leur expliquer les motifs de refus. Pour les porteurs qui seront retenus, cette fois-ci, il y aura une phase d'instruction et de sélection qui va s'étendre sur toute la période d'avril 2025. Et à l'issue de cette phase d'instruction et de sélection, il y aura une décision de financement qui sera arbitrée et on aura ensuite la phase de conventionnement. Donc tout ce processus de sélection, il s'étend sur une période de 7 mois.
En ce qui concerne l'éligibilité des dépenses et les modalités de financement, ce qu'il faut retenir, c'est que les dépenses éligibles, c'est principalement tout ce qui va être lié au salaire des personnels, aux frais connexes forfaitaires, à la sous-traitance, bien sûr en respectant le plafond qui est de 30% maximum, tout ce qui va être les contributions aux amortissements ou tout autre coût tel que les achats et les consommables. Donc, en d'autres termes, tout ce qui va être lié, par exemple, à la communication, au marketing, au coût de dépôt de brevet, ça fait partie un peu des dépenses qui ne seraient pas éligibles dans le cadre de ce concours. En ce qui concerne les taux d'intervention, on est à 45% pour les projets portés par des petites entreprises et 35% pour les projets portés par des moyennes entreprises. Et se fait de la manière suivante, on a 60% de subventions et 40% d'avances récupérables. Enfin, en ce qui concerne le versement, il se fait par tranche et selon des conditions qui sont établies entre BPI France et l'entreprise après la signature d'une convention. Donc, je vous invite aussi à consulter le cahier des charges pour avoir l'ensemble des détails en ce qui concerne ce point lié au versement. Et enfin, en ce qui concerne le dossier de candidature et de dépôt, donc comme je vous l'ai dit au départ, on est sur un dépôt unique qui se fera sur la plateforme Pixel. Vous avez d'ailleurs le lien vers la plateforme juste ici. Et en termes de documents qui vous seront demandés, vous aurez une présentation détaillée du projet à fournir sous format Word. Dans cette présentation détaillée, ce qu'on attend vraiment du porteur, c'est qu'il soit précis et concis. On reçoit vraiment beaucoup de dossiers. Donc, l'idée, c'est de vraiment se démarquer en étant le plus clair possible et en tout cas en appuyant sur les détails qui sont importants. Typiquement, un dossier de 50 pages, en tout cas, il aura peut-être moins de chances de taper dans l'œil des personnes qui l'examineront plutôt qu'un dossier qui est concis avec moins de pages mais où on va vraiment droit au but. Et en ce qui concerne les autres documents qui vous seront demandés, donc vous aurez une fiche de demande d'aide, des prévisions économiques à fournir, une grille d'impact, la dernière liasse fiscale, une base de données budgétaire à compléter sous format Excel et un résumé pour communication publique sous format PowerPoint. Et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site de BPI France dans la rubrique concours d'innovation Innov. Merci de votre attention et je laisse la parole à mon collègue. Alors, j'ai déjà 2 questions, donc je me permets de les poser de suite avant l'intervention de Corentin. Une question, c'était revenir sur le slide thématique mobilité, si c'était possible de revenir un peu plus en détail dessus. Et puis, il y a une question, je la poserai juste après. Alors, cette thématique, elle est opérée par l'ADEME. Donc, en termes de détails, je ne pourrais pas vraiment vous en apporter des masses. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est à prendre attache avec les référentes sur l'appel à projet, sur le concours côté ADEME, afin qu'elles puissent vous donner plus d'informations et répondre à vos questions, à des questions un peu plus précises peut-être, si c'était ça l'objet de la demande. Ensuite, en ce qui concerne le fonctionnement des avances récupérables, alors, je me remets sur le truc. Alors, je peux compléter. Ouais, pour les avances récupérables, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez contractualiser à la fin, quand votre dossier est, je dirais, sélectionné avec signature du Premier ministre pour validation du financement, vous avez donc vous signez une convention qui va définir dans quelles conditions est-ce que les avances récupérables sont définies. Donc, en d'autres termes, c'est vraiment un peu plus tard que vous avez le détail de ces éléments à ce sujet-là. Donc, c'est des éléments qui sont communiqués au fur et à mesure lorsque vous entrez de manière un peu plus précise en phase d'instruction. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je pourrais passer sur les mots génériques. Ouais.
Et bah, au pire. Ah, bah, parfait. Super. Parfait, donc on va passer sur le IDEMO générique 4, donc qui est un renouvellement du IDEMO générique 3 et qui a été lancé donc le générique 4 le 15 juillet dernier. L'objectif avec IDEMO générique 4, c'est de venir financer des projets de R&D qui se veulent à forte valeur ajoutée en termes d'innovation et qui se rapprochent de la rupture en termes de technologie. On va être sur des technologies qui sortent de laboratoire, des prototypes, et on va essayer de les faire monter à un niveau d'échelle de TRL 8, voire 9. Et donc, IDEMO a vraiment vocation à financer un risque que l'entreprise prend ou que le consortium prend pour pouvoir en fait dérisquer et soulager l'entreprise ou le consortium dans sa prise de risque. Donc, IDEMO va venir financer des projets collaboratifs ou monopartenaires. Il est important de noter que sur ce générique, seules les entreprises, les PME, peuvent déposer en monopartenaire. Maintenant, alors il y a une petite coquille dans la slide, mais les ETI et grandes entreprises ne peuvent plus déposer en monopartenaire. C'était déjà le cas pour les grandes entreprises sur le générique 3. Maintenant, ce sont aussi également les ETI qui sont dispensés de ce dépôt en monopartenaire. Néanmoins, il est tout à fait possible pour les ETI et grandes entreprises de déposer en collaboratif. Et c'est surtout le collaboratif qui est incité dans ce cas-là. Quand on dépose en collaboratif, il faut savoir que le consortium est limité à 6 partenaires dans ce cadre-là. Le coût minimum d'un projet doit être de minimum 4 millions d'euros. Donc, c'est l'assiette de dépenses qui doit être présentée, qui doit être de 4 millions d'euros. Et il n'y a pas de plafonnement à ce niveau-là, mais je vous invite à avoir une cohérence dans le budget que vous présentez lorsque vous déposez sur IDEMO. Donc, l'objectif, c'est d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes et de financer des projets. Alors, on parle de cofinancement. Le cofinancement va intervenir dans le cadre de projets européens, notamment avec les dispositifs CHIPS, JU et Euro-HPC. Donc, c'est un cofinancement qui est opéré entre l'Europe et la France et dont IDEMO est le guichet principal. Derrière, ce qui est important de montrer, c'est également des retombées économiques, une solidité de votre business model et aussi les retombées indirectes que vous avez sur la filière dans laquelle vous êtes. Donc les critères de sélection, alors il y en a déjà certains qui ont été énumérés par Mégane, mais on va retrouver certains, notamment la capacité du consortium à mener le projet tant sur sa capacité financière que humaine. L'impact environnemental et économique que va avoir le projet, son caractère stratégique à l'échelle nationale, le fait d'avoir une collaboration aussi également structurée tant sur le consortium que sur et l'effet diffusant en fait au sein de la filière, le caractère innovant du projet. Ici en fait, pour vous donner un ordre d'idée, la maturité attendue au tout début du projet, c'est une moyenne des lots de travail, des work packages qui vont être entre 4 et 6. Vous pouvez en avoir qui sont de 3, vous pouvez en avoir qui sont de 6. En fait, le but, c'est d'avoir une moyenne qui se situe entre 4 et 6 et que vous allez amener et vous allez faire une montée en échelle qui va se situer entre 8 et 9. Et donc, c'est ça qui est attendu et aussi, du coup, une cohérence globalement entre ce que vous proposez, le projet et on va également examiner la maturité du projet, la maturité aussi que vous proposez. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui sont évalués sur IDEMO à ce stade. Donc, IDEMO, contrairement à Innov, il y a 2 dépôts à faire. Le premier, c'est donc un premier dossier à déposer en présélection. Avant la phase de présélection, la prochaine date de mémoire elle est juste sous mes yeux, de relève est le 8 octobre. Ici, on attend un dossier de candidature que je vous détaillerai tout à l'heure, qui est allégé. Vous avez à peu près environ 2 mois pendant lesquels vous allez avoir donc une phase de présélection. Quelques semaines après, au bout d'un mois, vous allez avoir un avis sur votre projet, s'il est présélectionné ou non pour entrer en phase d'audition. Et au bout de 2 mois, vous avez donc la phase d'audition, si vous êtes présélectionné, où là, vous avez, comme l'a décrit tout à l'heure Mégane, un jury d'experts
donc composé de BPI France et d'experts issus de la société civile. On va essayer de composer un jury adapté à votre projet pour qu'il y ait une pertinence dans l'évaluation de votre projet. Et à l'issue de ça, donc au bout de ces 2 mois, vous recevez également un avis favorable ou défavorable pour une entrée en instruction. Si vous êtes favorable et que vous êtes monopartenaire, vous aurez 1 mois pour déposer un dossier complet avec beaucoup plus de documents détaillés sur votre projet. Si vous êtes en consortium, vous aurez donc 2 mois pour déposer votre dossier complet. Et il faut savoir qu'il y a environ 9 à 11 mois avant d'obtenir une décision sur l'ensemble du processus. Ce qui va varier, c'est votre capacité il y aura les 2 premiers mois sont, je dirais, incompressibles, ce qui va pouvoir, réduire les délais. C'est seulement à partir de la phase de dépôt de votre dossier, c'est la manière dont, votre capacité à délivrer le dépôt et aussi votre capacité à pouvoir répondre peut-être aux questions et aux sollicitations que vous allez avoir lors de la phase d'instruction avec l'expert BPI France. Voilà pour ça. Il faut savoir que là, sur la prochaine relève, donc c'est le 8 octobre et la phase d'audition aura lieu le 19 novembre et 20 novembre prochain. Concernant tout ce qui est éligibilité des dépenses et tout ce qui va être au niveau du financement, les taux d'aide, les dépenses vont être quasiment les mêmes que sur Innov. On va vraiment être sur des dépenses de R&D, de la sous-traitance, de la prise en charge de l'amortissement seulement sur du matériel utilisé, mais seulement sur la durée du projet. Pour la sous-traitance, c'est 30% maximum des coûts du projet. Et donc là, on va retrouver aussi des taux d'aide en fonction des entreprises, donc de 25 à 45% si vous êtes en monopartenaire. Et dans le cadre d'une collaboration effective, vous pouvez bénéficier d'un taux bonifié. Et pour démontrer cette collaboration effective, je vous invite à regarder ce qu'il y aura dans le cahier des charges, mais de mémoire, c'est lorsque vous avez un laboratoire ou plusieurs, un acteur académique ou public qui supporte à minima 10% des coûts du projet, ou bien que vous collaborez avec une PME, une ou plusieurs PME, et que aucun des acteurs ne supporte à lui seul 70% du projet. Donc voilà pour ces éléments-là. La différence également qu'on va retrouver par rapport à l'IDEMO Générique 3, si certains ont eu l'occasion de peut-être le lire avant qu'il se ferme, c'est qu'on n'a que seulement ces taux qui sont présents. Donc tout ce qui est recherche industrielle et développement expérimental est rassemblé sous le même taux. Et en ce qui concerne les financements, il n'y a plus de distinction entre ERI et DE. Donc on sera forcément sous 50% de subventions et 50% d'avances récupérables pour les acteurs économiques. Bien évidemment, pour les acteurs non économiques, on restera sur un taux à 100% de subvention. Pour ce qui est du dossier de candidature, et je vais faire un petit aparté aussi sur la plateforme Pixel qui peut parfois frustrer les porteurs de projets par certains des bugs ou peut-être une incompréhension de comment la plateforme fonctionne. Donc, il vous est demandé une présentation allégée de 30 slides, une fiche de demande d'aide qui doit être complétée et signée, les prévisions économiques pour chaque structure, et pareil pour la fiche de demande d'aide, sauf pour les acteurs non économiques, les prévisions économiques ne sont pas demandées. La grille d'impact est demandée quant à elle pour chacune des structures, même acteurs économiques, non économiques, et l'alias fiscale également demandée pour les acteurs économiques. La grille d'impact, il faut savoir que celle-ci va être dématérialisée. On entend par là qu'avant, il y avait une grille Excel à remplir. Maintenant, vous pourrez directement remplir sur la plateforme Pixel cette grille d'impact. Et d'où mon conseil de vous y prendre à l'avance concernant ce dépôt de dossier, ne serait-ce que pour remplir dans un premier temps les informations, voir que tout fonctionne pour vous sur la plateforme, mais également pouvoir comprendre un peu comment fonctionne la plateforme dans le sens où c'est peut-être pas évident pour un premier dépôt de remplir cette grille d'impact directement sur la plateforme. Donc c'est hyper important pour vous,
prendre en main l'outil pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible avant la relève, la date de relève, où généralement il y a un peu de stress quand on dépose un peu à la dernière minute, c'est ce qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne pour vous être plus serein lors du dépôt de votre dossier. Et que ce soit sur IDEMO, mais aussi d'autres appels à projets qui sont opérés par BPI France. Voilà, donc c'était une aparté Pixel et donc bien vérifier donc le cahier des charges qui est à lui-même autoporteur généralement, donc bien vérifier que vous rentrez dans les conditions, bien regarder les templates de dossiers qui sont disponibles, et enfin vous pouvez entrer en contact avec BPI France au travers des adresses suivantes: aapfrance2030@bpifrance.fr, et pour toute question relative à IDEMO, je vous invite à directement les communiquer sur idemo@bpifrance.fr, où là plusieurs personnes seront en mesure de vous répondre directement et c'est beaucoup plus dirigé. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je pense qu'on en a fini avec la présentation. Et je vois qu'il y a des questions. Ouais, il y a quelques questions, je te laisse y répondre. Ouais, pas de souci. Alors, Monsieur Chevalier, effectivement, alors comme je le disais tout à l'heure, le niveau de TRL prérequis, il est entre 4 et 6. Aujourd'hui, on a un taux de sélectivité assez important, ce qui fait que si vous êtes à un niveau de maturité moyen, quand je dis moyen, c'est sur l'ensemble de vos work packages qui sont à un TRL 6, par exemple, ça sera compliqué de montrer, je dirais, la prise de risque que vous avez. Donc, plus vous avez un niveau de TRL bas en entrée du projet, plus vous pourrez démontrer une prise de risque importante. Ensuite, vous avez une autre question. Donc, le consortium doit-il forcément être un mix académique et industriel? Pas forcément. Vous pouvez tout à fait avoir un consortium qui soit composé seulement d'entreprises. C'est tout à fait envisageable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions Ce que j'allais dire, alors si, hop, session questions-réponses, mais comme ça a été fait au fur et à mesure, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vais essayer quelques minutes. Ah bah, avec plaisir, Monsieur Chevalier. Oui, si. De toute façon, vous avez les coordonnées de chacun des intervenants pour continuer les questions, parce que des fois, ça vient plus tard. Je vous laisse également les coordonnées de l'équipe opérationnelle de chez iTrans, donc tous nos coordinateurs de projet, donc électromobilité, ferroviaire, industrie du futur et tout ce qui est Europe et international, et également notre chargé de veille qui pourra vous orienter au mieux sur tout ce qui est appel à projet et les tendances à venir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, nous allons... Ouais, juste un petit complément. Donc là, dans le webinaire, on a uniquement parlé des appels à projets nationaux. Donc, il existe d'autres appels à projets au niveau régional, portés par le conseil régional, au niveau européen. Tout ça pour dire que c'est quand même assez complexe de s'y retrouver, et vraiment, j'insiste encore, n'hésitez pas à vous diriger vers les spécialistes, notamment au niveau du pôle, pour qu'on puisse vous orienter le mieux possible et vous accompagner dans le cadre du dépôt du dossier. Et au niveau le Zoom Europe, on fait un webinaire en octobre sur vraiment financement européen et un peu les démarches, parce que ça c'est encore, je sais pas si c'est plus complexe, mais c'est très complexe également. Donc voilà, et on aura un troisième webinaire en novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à diffuser également sur vos réseaux. En tout cas, merci à tous, merci aux intervenants d'avoir répondu présent, et également à tous les participants. Bonne journée et puis à bientôt. Merci. Merci, au revoir.